Bonjour à tous. Il est politologue, il a dirigé un institut de sondage, il est enseignant-chercheur à Sciences Po. Il publie Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance chez Grasset. Bonjour Roland Quérol. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré le débat télévisé d'hier soir ? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Chacun a couru dans son couloir, comme on dit en athlétisme. Chacun a fait l'exposé qu'on attendait de lui, avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas eu d'accrochage sévère. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant pour vous ? Écoutez, le premier sondage dont on dispose auprès des téléspectateurs dit que, dans l'ordre, auraient été les plus convaincants Macron, suivi de Le Pen et Fillon. Dans la primaire de la droite, c'était à chaque fois Alain Juppé qui sortait vainqueur de ces sondages. Oui, là, on retrouve ce qu'on trouve toujours dans les sondages sur les élections présidentielles, pas les primaires, et là, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est que c'est ceux qui sont en tête des intentions de vote qui gagnent le sondage. Au fond, les gens sont à peu près déjà convaincus. Ils disent aux sondeurs qu'ils hésitent encore un peu, mais en fait, ils savent très bien pour qui ils vont sans doute voter. Et le débat leur permet de voter en effet pour lui. Vous ne pensez pas que ces grands débats à l'américaine, c'est une première chez nous, changent la nature d'une élection présidentielle en France ? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on arrive à des... Quand on arrive au moment du débat, il y a eu déjà toute une campagne. Donc ils sont déjà très installés. Que la campagne n'a pas commencé. Dans votre esprit, pour les électeurs, elle a commencé déjà depuis longtemps, ils se sont déjà fait une idée. Ah oui, elle a plus que commencé. Les Français ont suivi avec un grand intérêt cette campagne, contrairement à ce qu'on leur a fait dire souvent. Ils sont à 75 à 80% de taux d'intérêt pour la campagne, et ils ont changé énormément. Tout de même, depuis la fin des primaires de la droite, Fillon a perdu une dizaine de points. Macron a gagné à peu près autant. Marine Le Pen a d'abord gagné, puis vient d'en perdre. Il reste pas plus d'indécis que d'habitude. C'est une mode cette année d'insister sur les indécis. Il y a toujours des indécis. Ceux qui veulent ne pas voter, les abstentionnistes, ils ont l'air plus importants que les Ça, c'est ce que les sondeurs mesurent le moins bien. Il y a une difficulté toujours pour les Français à avouer qu'ils vont s'abstenir. Il y a peut-être une montée de l'abstention, mais ça se décidera vraiment dans les dernières semaines. Alors, dans votre livre, vous êtes très critique sur le régime des partis, sur le clivage gauche-droite qui a tué la Ve République, dites-vous. Est-ce que vous diriez que dans le débat d'hier, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont réussi à imposer leur duel ? En tout cas, c'est ce que disent les sondés. On a le sentiment que, décidément, les partis de gouvernement de la gauche et du centre, qui ont dominé cette République depuis 1958, donc les Républicains, sous leur dénomination actuelle, et le Parti socialiste, patinent. Que leurs candidats patinent aussi. Alors, il y a d'autres raisons conjoncturelles, mais que voilà, ça peine à convaincre, et que ceux qui sortent un petit peu du cadre habituel de ce système de partis, le Front National d'un côté et En Marche de Macron de l'autre, ont plus d'allant, correspondent mieux aux questions que se posent les gens. C'est pas que l'opposition de la gauche et de la droite ait disparu comme par miracle, elle est toujours là. Mais il y en a assez de la guerre de religion entre la gauche et la droite. Cette idée que dès que l'un des deux a gagné, alors c'est fini, il n'y a plus aucun accord possible entre eux. On est devant une majorité de Français qui réclament depuis quelques années que, même s'ils se reconnaissent dans la gauche et la droite, la crise est assez grave pour qu'on se mette autour de la table et que les gens sérieux travaillent ensemble. Quels sont les nouveaux clivages vraiment opérants ? On sent qu'effectivement, Marine Le Pen veut imposer mondialiste contre nationaliste, mais c'est quoi selon vous les vrais clivages ? C'est un petit peu tout ça. C'est probablement une société moderne avec une société telle qu'on l'a toujours connue et qu'on voudrait préserver. C'est l'ouverture au monde et c'est la fermeture sur les frontières nationales. C'est l'acceptation de dépasser la nation vers des entités européennes, voire mondiales, contre l'idée que rien ne peut surpasser la nation. On retrouve bien deux formes qui ont souvent traversé la gauche et la droite, mais qui sont aujourd'hui plus fortes que ces nécessités de gauche et de droite. Et donc vous louez tout ce qui est coalition, grande coalition à l'allemande. Est-ce qu'Emmanuel Macron, par exemple, ça peut être une grande coalition à lui tout seul ? Est-ce que c'est ça qui peut faire vivre dans un gouvernement et une majorité ? Alors lui, visiblement, il espère ça, puisque quand on lui demande comment il va faire une majorité, il dit « j'aurai des candidats d'En Marche partout et les Français n'auront qu'à me donner la majorité ». Et moi, je ne suis pas sûr
sûr que ça soit possible, et je ne suis pas sûr qu'il faille le souhaiter, ni pour lui, ni pour les Français. Moi, je trouve que ne pas avoir une majorité fidèle au président dès le début d'une législature, c'est plutôt un bien, si on veut que, comme en Allemagne, comme en Suède, comme dans tous les pays démocratiques européens, en dehors de l'Angleterre et nous, qu'on puisse avoir une installation d'une logique pas au retour de la 4e République avec une instabilité. Pas du tout, puisqu'on resterait dans le système de la 5e, mais avec la possibilité d'une logique de compromis. Est-ce que... On parle toujours de la 4e, et qu'est-ce qu'on aurait gagné sous la 5e? La stabilité. Est-ce que vous avez entendu dire que les régimes à proportionnel dans l'ensemble d'Europe seraient moins stables que nous? Non. Les Allemands, les Suédois et les autres sont aussi stables que nous. C'est une culture qu'il s'agit d'installer, la culture de la discussion et du compromis. Il y en a assez, et je crois que là-dessus les Français ont raison, il y en a assez de cette guerre de religion. Donc ça passe forcément aujourd'hui dans le paysage actuel politique que l'on a, forcément par Emmanuel Macron? Non, ce que je peux remarquer en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron a capté cette demande et qui s'y coule avec délice visiblement. Parce que lui, contrairement aux autres tentatives centristes de jadis, Bayrou, etc., il n'est pas centriste, il n'est pas ni gauche ni droite. Il est justement, mettons ensemble, gauche et droite et centre. Et ça, c'est probablement plus séduisant. C'est pour ça, avec en plus les ennuis et de la gauche et de la droite, qu'il a réussi à se glisser à un endroit où peut-être on ne l'attendait pas. Du coup, qui serait l'opposant ? Qui serait la force d'alternance possible si Emmanuel Macron était au pouvoir? Je crois que la force d'alternance, de plus en plus, c'est le Front National. Et c'est peut-être pour ça que mon bouquin est sous-titré « L'élection de la dernière chance ». Je pense que le prochain qui sera élu président de la République, le printemps prochain, est condamné à réussir. S'il ne le fait pas, alors je vois mal comment on pourra éviter la victoire du Front National 5 ans plus tard. Il y en a marre que ça ne réussisse pas. Or, c'est toujours le sentiment qu'ont les Français. J'essaie de montrer que depuis 40 ans, les Français sortent le sortant. Et comment ça se mesure sur la capacité à mener des réformes économiques, par exemple, à pacifier oui, le essentiellement, pays? Oui. Essentiellement ça. C'est d'abord sur le chômage que les Français attendent des résultats, et accessoirement, non pas accessoirement, ça va avec, sur cette idée que ça va mieux en économie, qu'on peut commencer à croire à nouveau à l'avenir pour les enfants. Plus Emmanuel Macron a tendance à rogner un peu sur son ambition de réforme. C'est plus prudent qu'il y a 6 mois. Tout le monde fait ça à chaque fois. Il reste qu'il y aura un vrai bilan et que les Français vont le regarder. Si c'est lui, ils vont regarder un autre, si c'est l'autre, et qu'ils vont l'avoir à l'œil, parce qu'il y en a assez. Encore une fois, depuis 40 ans, si vous appelez élection générale, toutes les élections qui se sont succédées, législatives ou présidentielles selon le calendrier, à chaque fois, depuis 1978, ça fait 40 ans, on a viré les sortants, on a sorti les sortants. Nous sommes le seul pays au monde à avoir fait ça. C'est dire à quel point la politique a déçu les Français et combien elle les punit chaque fois. Alors à force de punir les uns et les autres, qu'ils se renouvellent, qu'il y ait une endogamie de ce système et qui ne donne pas de résultats, la seule solution sera de sortir du système. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la question citoyenne qui, voit-on, est beaucoup dans le débat, une meilleure représentation? Est-ce que c'est gadget ou est-ce qu'il y a des candidats qui portent quelque chose de vraiment intéressant? Alors c'est vraiment pas gadget, c'est une vraie demande des Français. Les Français, ils ont déjà obtenu comme consommateurs, comme parents d'élèves, souvent dans leur commune, dans leur quartier, des droits de participation aux décisions qui les concernent. Rien en politique ou à peu près rien. Enfin, de temps en temps, dans certaines villes, dans certaines régions... Oui, les budgets participatifs. On essaye de faire des choses et ça marche en général très bien. Quand c'est suivi, quand c'est pas juste en effet un gadget, ça marche bien. Et je crois qu'il y a une demande extrêmement forte, qui n'est pas juste un air du temps à la mode. Et je crois que les politiques ont intérêt à y faire attention. Il me semble que dans cette campagne, on y a fait un peu plus attention que d'habitude. Pour la première fois depuis Ségolène Royal, je crois que même Mélenchon, Hamon, Macron ont tous essayé de réfléchir à des dispositifs de participation. Et je crois qu'il convient de le faire parce que sans quoi, on pourra à nouveau se lamenter sur l'indifférence des Français. C'est parce qu'elle est entretenue par le pouvoir politique. Merci beaucoup, Roland Caron. Merci.